Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on continue avec le langage algorithmique. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va terminer avec la partie déclaration. Donc, on va voir quel est l'effet de la déclaration dans le système. Lorsqu'on va déclarer des variables, des objets, qu'est-ce qui se passe dans le système? Alors, les déclarations, ils permettent au compilateur, bien au traducteur, qui va traduire notre algorithme en programme dans le langage machine, c'est-à-dire pendant l'exécution, qu'est-ce qui va se faire? Alors, la déclaration, elle permet de réserver un espace mémoire à chaque objet dont la taille, elle varie suivant son type. C'est pour ça qu'on précise le type. Pour chaque identificateur de déclarer, donc, on aura un certain espace réservé dans la machine. Alors, nous avons vu dans le premier cours de l'introduction que la machine, elle possède une mémoire. Alors, cette mémoire, elle peut recevoir des ordres de mémorisation. N'oubliez pas que le but, c'est toujours communiquer avec la machine. Ça veut dire, qu'on va donner des ordres à la machine pour qu'elle exécute des actions. Alors, parmi ces ordres, donc, c'est la réservation d'espace mémoire. Donc, pour chaque déclaration, elle correspond à un ordre qui va dire à la mémoire de la machine, préparez-moi un espace appelé ID objet. Parce qu'on fait une déclaration, on avait dit qu'on déclare le nom de l'objet, son type. Alors, lorsque vous faites cette déclaration, c'est exactement la transmission de l'ordre à la machine qui va se traduire, qui va demander à la machine de préparer un espace mémoire appelé ID objet, le nom que vous avez donné, et sa taille, elle va dépendre du type que vous avez déclaré. Exemple, donc on suppose qu'on a la mémoire de la machine. Alors, si je déclare une constante, pi égale 3,141592, qu'est-ce qui se passe dans la mémoire? Donc, le système, il va réserver un espace mémoire. Il va l'appeler pi, le nom que vous avez déclaré, et son contenu, il va mettre donc la valeur de la constante. Si on déclare une variable, un objet variable, n'oubliez pas ça, c'est un mot-clé, que j'appelle âge, son type c'est entier. Donc qu'est-ce qui va se passer dans la machine? Le compilateur HADA, il va réserver un espace mémoire dont la taille correspond aux entiers. Il va l'appeler âge. Donc on va réserver un certain espace. Ça dépend du compilateur, comment c'est-à-dire quelle est la taille définie par ce type-là. Il va l'appeler âge. Donc ici, le contenu c'est vide. Ça veut dire qu'on ne le connaît pas parce que c'est une variable. La valeur, elle est connue pour les constantes. Si je déclare par exemple l'objet moyenne qui est de type réel, bon, je dirais que la taille d'un réel est plus importante que l'entier, mais on va voir qu'ils peuvent avoir la même taille. Donc, je réserve un espace, je l'appelle moyenne, je n'y mets rien parce que c'est une variable. Je déclare un objet sect, qui veut dire section. On a dit qu'il faut choisir les noms d'objets pour qu'ils soient significatifs. Son type, c'est caractère. Généralement, il prend moins d'espace que les entiers et les réels. Donc, il va prendre moins d'espace. Je l'appelle sect. Voilà. Donc, lorsque vous faites des déclarations, voilà ce qui va se passer dans le système. Donc, on va avoir maintenant, dans la mémoire de la machine, des espaces qui ont des titres, qui ont des noms, qui ont des adresses. On va rappeler que réellement c'est des adresses. Chacun a un espace, une taille donnée qui correspond à son type. Alors, vous allez dire, bon, const, on a vu, c'est quoi? C'est un mot-clé qui veut dire déclarer une constante. Var, c'est un mot-clé qui veut dire déclarer un objet variable. Mais c'est quoi entier, réel, caractère? Eh bien, très bonne remarque. Alors, ces mots, entier, réel et caractère, sont aussi des mots-clés. Des mots-clés un peu spécifiques. Donc, leur rôle, c'est de définir ce qu'on appelle des types de base. Donc, le type, il définit la taille de l'espace nécessaire à la sauvegarde d'un objet.
Alors justement, pour ne pas gaspiller de l'espace mémoire, on propose différents types. Parce que vous pouvez vous poser la question, pourquoi on déclare entier, le réel, caractère, on fait la différence. Alors cette différence, justement, pour ne pas gaspiller cet espace mémoire, parce que chaque type, il va correspondre à une taille spécifique. Au lieu de réserver du n'importe quoi, donc on va dire que je vais réserver juste l'espace qui est nécessaire à représenter cet objet dans la mémoire de la machine. En fait, c'est comme des moyens de transport. Donc, les espaces mémoire, ce sont des moyens de sauvegarde. Si on compare avec des moyens de transport, par exemple, si je veux transporter 3 personnes, je vais dire qu'une voiture, ça suffit. Ce n'est pas la peine de réserver un autre moyen de transport. Si je veux transporter 50 personnes, dans ce cas, une voiture ne suffit pas. Donc, l'espace de la voiture ne suffit pas. Donc, je suis obligé de réserver un bus. Maintenant, je peux mobiliser un bus pour 3 personnes, mais c'est un peu aberrant, c'est de la folie. Donc ça, je peux le faire. Je peux transporter 3 personnes dans un bus. Mais c'est une perte d'espace. C'est pour ça que lorsque je change de type, la machine va s'adapter. Donc elle va réserver un espace qui suffit, mais qui ne va pas dépasser largement le nécessaire. Par exemple, on a réservé une voiture pour 3 personnes, mais pas un bus. Alors, c'est quoi les types de base Adoma? Les types simples, c'est ce qu'on appelle des types simples, bien les types de base. Alors, on a 4 types de base. C'est ce qu'on appelle les entiers, les réels, les caractères et les booléens. On commence donc à détailler chaque type. Le type entier, donc, il représente un sous-ensemble fini de nombres entiers relatifs. Donc, ils appartiennent à l'ensemble Z. Pourquoi je dis fini? Parce que n'oubliez pas qu'on est dans une mémoire de la machine. Donc, la mémoire, elle est limitée en espace. Donc, je ne peux pas représenter tous les nombres entiers parce que l'ensemble Z, il est infini. Donc, on ne peut pas représenter jusqu'à l'infini. Donc, on est obligé de s'arrêter à un certain nombre. C'est pour ça qu'on dit fini. Alors, en général, l'espace réservé pour un entier, il est de 4 octets. L'octet, donc, c'est une unité de mesure de la mémoire. On l'a vu dans le premier cours d'introduction. Chaque octet est égal à 8 bits. Donc, 4 octets, c'est 32 bits. Donc, généralement, pratiquement tous les langages de programmation, ils utilisent les 4 octets pour représenter les entiers. Alors, parfois, on peut utiliser 8 octets pour représenter toujours les entiers, lorsque on a besoin d'utiliser des entiers un peu plus importants. C'est ce qu'on appelle des entiers lents. Alors, suivant l'espace réservé, les valeurs, bien sûr, elles vont être différentes. Alors, ce détail-là, vous allez le voir dans le cours de structure machine 1, ou bien le CRI, le codage et représentation de l'information. Et vous allez voir comment on a pu obtenir ces valeurs-là. Donc, si je prends par exemple 2 octets seulement pour représenter les entiers, donc 16 bits, alors je peux aller de moins 32 768 à 32 767. Je dis bien ces valeurs-là, vous allez les voir en détail, comment on peut les retrouver. Alors si je prends les 4 octets pour représenter les entiers, donc vous voyez que je peux aller dans une plage plus importante, donc de moins 2 milliards à 2 milliards. Encore plus, si je choisis des entiers lents, sur 8 octets, donc 64 bits, donc on peut aller jusqu'à 2 à la puissance 63, chose qui est très, très importante. Alors, une remarque là, en algorithmique, on ne fait pas de précision sur les entiers, donc on n'a pas à dire que je vais utiliser un entier long ou bien un entier court. Donc, on déclare juste un type entier. Maintenant, lorsqu'on passe en programmation, vous allez voir que pratiquement tous les langages de programmation, ils ont cette différence-là. Vous pouvez déclarer des entiers simples, ou bien, c'est ce qu'on appelle des entiers courts, ou bien des entiers lents, donc qui vont prendre plus d'espace mémoire. Choisir entre entier court et entier lent, ça dépend de l'analyse du problème. Si vous voyez que vous allez utiliser des valeurs très importantes, donc dans ce cas, il faut réserver des espaces plus importants. Mais si on utilise par exemple une variable âge,
On sait bien que l'âge d'une personne ne va pas dépasser à la limite les 120, 130 ans. Donc, ce n'est pas la peine de réserver un espace de 32 bits pour une valeur maximale de 120 ou bien à la limite 150 années. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec un entier, ou bien que peut faire la machine avec cet entier-là? Alors, si vous vous souvenez, on avait les différentes unités de la machine qui étaient la mémoire, et parmi les unités, on avait l'unité arithmétique et logique. Et on avait dit que cette unité-là, elle permet de faire des calculs. Alors, que peuvent faire les machines? Donc, quels sont les calculs qui sont programmés, par exemple, dans cette machine-là? Ce que je peux faire avec les entiers. Alors, je peux faire des opérations arithmétiques. Donc, on a l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Ensuite, on a ce qu'on appelle le div et le mod. La différence entre le div et le slash, c'est que le div, c'est une division entière. Par contre, le slash, c'est une division réelle. Donc, le résultat de la division réelle, c'est un réel. Bon, ça dépend des langages. Après, vous allez voir que si les opérateurs sont des entiers, ça peut donner des entiers. Pour le div, c'est la division entière. Donc, si je prends par exemple 5 div 2, ça me donne 2 et non pas 2,5. Par contre, si j'utilise le slash, 5 slash 2, ça me donne 2,5. Alors, si j'utilise le div, c'est 2. Le mod, c'est le reste de la division. Donc, si je dis 5 mod 2, le reste de la division entière, c'est 1. Donc, le résultat, c'est 2 et le reste, c'est 1. On peut faire aussi des opérations de relation. Donc, je peux comparer des entiers. Donc, toutes les opérations, les opérateurs de relation, donc inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal, égal et différent. Alors, pour l'écriture des symboles, pour le inférieur ou égal, on peut utiliser ce symbole-là, qui est le symbole mathématique, comme on peut utiliser celui-là, donc inférieur suivi de égal, supérieur suivi de égal. Pour le différent, donc je peux utiliser inférieur, supérieur, ou encore point d'exclamation égal. Bon, en algorithmique, on peut utiliser tout ça. Par contre, dans les langages de programmation, donc vous devez suivre la syntaxe du langage. Donc, généralement, pour inférieur ou égal, supérieur ou égal, ça s'écrit comme ça. Pour différent, donc il y a des langages qui utilisent ce symbole-là, comme le Pascal, et d'autres utilisent le point d'interrogation, point d'exclamation, pardon, égal, tel que le C, le Java ou autre langage. Voilà, ça c'est pour les entiers. Alors, pour les réels, c'est presque la même chose. Donc, le type réel, il représente approximativement, je dis bien approximativement, un sous-ensemble aussi fini, parce qu'on ne peut pas représenter tout l'ensemble des entiers réels R. Généralement, le mode de représentation des réels, il est différent de celui des entiers. Ça, c'est un détail que vous allez voir aussi dans le cours de structure machine, ou bien CRI. Donc, on utilise le format scientifique. Le format scientifique, c'est quoi? C'est le signe, plus ou moins, la mantis M, et la base 10 à la puissance l'exposant E. C'est ce que vous utilisez dans des calculatrices scientifiques, par exemple. Je vais dire, par exemple, x égale 1,2 fois 10 à la puissance 20. Alors, comme le nombre de bits il est limité, parce qu'on est dans une mémoire physique, donc je ne peux pas me permettre d'aller jusqu'à l'infini, la représentation sera approximative. Approximative, ça veut dire que je ne vais pas avoir la valeur exacte du nombre. Parce que l'ensemble des réels, il n'est pas dénombrable. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir tous les nombres que je peux représenter avec R. Il est infini, il n'est pas dénombrable. Par contre, l'ensemble des entiers Z, il est dénombrable, donc je peux compter les nombres. Par contre, il est infini. Alors ici, par exemple, lorsque je dis qu'il n'est pas dénombrable, donc la différence entre un nombre X et son suivant, je ne peux pas la limiter, c'est infini. Si je passe par exemple de 1,2, quel est le nombre qui vient après 1,2? Je ne peux pas savoir. Je ne peux pas dire que c'est 1,21, parce que ça peut être 1,201. Et avant 1,201, je peux avoir 1,201.
2, 0, 0, 1. Donc c'est infini. C'est pour ça qu'on dit que la représentation elle est approximative. Alors en général aussi, l'espace réservé pour les réels il est de 4 octets, donc 32 bits. La même chose, on peut utiliser ce qu'on appelle des réels doubles sur 8 octets, donc 64 bits, pour représenter donc plus de nombres dans la machine. La même chose là, on peut avoir un tableau des valeurs que je peux représenter avec le type réel. Donc si je prends des espaces de 4 octets, donc des réels simples, donc 32 bits, alors les nombres que je peux représenter là, donc pour les nombres négatifs, je peux aller de moins 3,4 jusqu'à fois 10 à la puissance 38 jusqu'à moins 1,17 fois 10 à la puissance moins 38. Pour les nombres positifs, je commence par les valeurs plus. Alors vous remarquez là qu'il y a une différence entre la dernière valeur négative et la première valeur positive. Donc je ne passe pas par le 0. Donc il y a des éléments entre les deux. Alors généralement ces éléments-là, ils sont considérés nuls. Ça c'est des détails que vous allez voir dans le module CRI ou bien STRM1. Alors sur 8 octets, sur 64 bits, vous voyez que les valeurs ils sont vraiment très très importantes. Donc je peux aller jusqu'à 10 à la puissance 308 et pour les petites valeurs jusqu'à moins 308 en exposant. Alors la différence entre deux nombres consécutifs, réellement dans les réels, elle n'est pas limitée. Je ne peux pas la connaître. Par contre, puisque je suis dans la machine, donc la mémoire elle est limitée, donc la différence entre deux nombres consécutifs, elle est en général, approximativement, est égale à 1,4, 10 à la puissance moins 45. Maintenant, pour les nombres entre la valeur négative, la plus petite valeur négative et la plus grande valeur négative et la plus petite valeur positive, ils sont considérés nuls. Donc vous avez un intervalle entre la valeur négative qui vient juste ici et celle qui vient, la positive qui vient juste le début de l'intervalle des positives. Donc elles sont considérées nulles. Ça, vous pouvez le vérifier dans une calculatrice. Si vous faites une division, par exemple, de 1 divisé par 10 à la puissance 100, il va vous donner 0. Parce que le résultat ne peut pas être représenté sur 8 octets. Et donc, on vous dit que c'est considéré comme si c'était nul. Alors, on a ici la même chose. En algorithmique, on ne précise pas est-ce que j'utilise des réels simples ou bien des réels doubles. On dit qu'on va utiliser des réels. Mais lorsque vous passez en programmation, lorsque vous précisez le langage de programmation que vous utilisez, vous avez l'opportunité de préciser est-ce que vous avez besoin de réels simples ou bien des réels doubles. Pour les opérations des réels, c'est presque la même chose avec les entiers, sauf qu'on n'a plus le mode et le div. Parce que le mode et le div, ce sont deux opérateurs spécifiques aux entiers. Dans les réels, donc on n'a pas besoin de prendre la partie entière ou bien le reste de la division, parce que c'est toujours un résultat avec une virgule. Donc vous avez le plus, le moins, la multiplication, la division, et les opérateurs de relation, les différents opérateurs de relation. Le troisième type, c'est le type caractère. Alors le type caractère, donc il représente tous les symboles manipulés, ceux de l'alphabet, les chiffres de 0 à 9 et les signes de ponctuation et d'autres symboles qu'on utilise dans n'importe quel texte. Par exemple, j'ai des parenthèses, j'ai les symboles qu'on appelle des symboles chinois, le dièse, le tilde, ainsi de suite. Alors tous ces symboles-là sont appelés des caractères. Il y a des caractères spéciaux qui sont là, plutôt spécifiques, qui est l'alphabet, de A à Z minuscule à Z majuscule, les chiffres de 0 à 9 et les autres symboles. Généralement, je dis bien généralement, il prend un espace de 1 octet. Mais actuellement, on prend 2 octets pour les caractères parce qu'on utilise des tables plus importantes. Parce que si vous utilisez par exemple
un langage qui utilise le multilingue, donc il utilise le français, l'arabe, le russe, ainsi de suite. Donc, les deux octets, le 1 octet, plutôt un seul octet, ne suffit pas pour représenter tous les caractères des différentes langues. C'est pour ça qu'on est passé à des tables plus importantes. Alors, sur 8 bits, donc, on utilise généralement la table ASCII. Elle est très connue sous le nom de la table ASCII, qui veut dire American Standard Code for Information Interchange. Donc, c'est une table standard. Pour chaque caractère, on donne un code. Sur 8 bits. Les opérateurs que je peux appliquer sur les caractères, bien sûr, ce n'est pas la même chose comme les entiers ou les réels. Je ne peux faire que des opérateurs de relation. Sur les caractères, je peux comparer des caractères seulement. Je ne peux pas, par exemple, additionner deux caractères ou bien soustraire deux caractères, multiplier. Tout ça, c'est de l'arithmétique. Sur des caractères, on ne peut faire que des opérateurs de comparaison. Donc, je peux comparer est-ce que A est inférieur à B. Et généralement, on prend l'ordre alphabétique pour faire les comparaisons. Donc, je vais comparer en utilisant l'ordre alphabétique des caractères. Donc, je dirais que A est inférieur à B, A est inférieur à C, mais le M est supérieur à C. Voilà la table ASCII. Donc, le caractère A, par exemple, son code décimal, c'est 65. Hexadécimal, c'est 41. Bon, la différence, vous allez le voir en série toujours. Hexadécimal, c'est une base de représentation dans la base 16. Si je prends le T, par exemple, alors son code, c'est 84 en décimal dans la machine. Bien sûr, dans la machine, on a dit que tout devient des 0,1. Tout devient du numérique. Il n'y a pas de caractère QADA, c'est entre nous. C'est de l'alphabet. Alors, Hadoma, c'est les symboles. Par exemple, le crochet, le chapeau circonflexe, l'accent circonflexe, les accolades, les tildes, voilà, donc des symboles, le dièse, la cote, la double cote, tout ça, donc, c'est codé et ils ont un code spécifique sur 8 bits. On termine par le quatrième type, parce qu'on avait dit qu'il y a 4 types de base. Donc le quatrième, c'est le type booléen. Le type booléen, c'est quoi? Donc c'est un type qui représente les objets booléens ou bien logiques. Ce type d'objet ne peut prendre que deux valeurs possibles seulement, vrai ou bien faux. Généralement noté 1, 0. Le 1 pour le vrai et le 0 pour le faux. La même chose ici, donc les booléens, ils prennent un espace de 1 octet, donc 8 bits en mémoire. Parce que ils ont deux valeurs seulement, donc 0 ou bien 1, vrai ou bien faux, donc ça ne nécessite pas un grand espace en mémoire. Les opérateurs que je peux appliquer sur les booléens, donc vous avez les opérateurs logiques, les opérations logiques. On a principalement 3 opérations de base, donc le et logique, le ou logique et le non logique. C'est ce qu'on appelle la négation. Bon, je ne sais pas ce que vous avez fait ça au lycée ou pas. De toute façon, vous allez le revoir dans le module de maths. Les opérations de relation aussi, donc pour les booléens, il n'y a pas de inférieur ou égal ou bien de supérieur. Donc, je n'ai que égal et le différent. Pour les opérations, le type booléen, les deux seuls opérateurs de relation, c'est l'égalité et la non-égalité. Alors pour les opérateurs logiques et ou et le non, bon, j'appelle ça des rappels parce que c'était prévu que vous avez déjà vu ça. Mais si vous ne l'avez pas vu, voilà la table qui correspond aux opérateurs. Donc si vous avez deux objets booléens, A et B, si le premier est faux, le deuxième est faux, alors la négation de A, c'est l'inverse. S'il est faux, sa négation c'est vrai. Et s'il est vrai, sa négation c'est faux. Pour le et logique, donc deux objets, si j'applique l'opérateur et entre les deux,
il sera faux si au moins l'un des deux est faux. Il n'est vrai que si les deux objets sont vrais. Et enfin, le ou, donc il prend la valeur vraie s'il y a au moins un objet qui a une valeur vraie, et il est faux dans le cas où les deux objets sont égaux à faux, ou bien ils ont les valeurs faux. Voilà, ceci termine la partie déclaration. À partir de la vidéo prochaine, donc on va attaquer la troisième partie d'un algorithme qui est la partie action, où on va voir des choses plus intéressantes, Inch'Allah.